Écoutez, je vous souhaite la bienvenue au lancement du premier volume de la collection Cavale. C'est pas le dernier, c'est une promesse. Je suis très heureux d'ouvrir Cavale avec le livre de Bernabé, éminent membre du CRIST, le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes. Je vous dis tout de suite que Bernabé est arrivé hier de Paris et moi avant-hier, donc on est encore en décalage horaire. On s'excusera pour les balbutiements. J'ai vu dernièrement, vous savez que c'est le 100e anniversaire de la naissance de Bergman, j'ai vu un documentaire sur Bergman où on passait un extrait d'une entrevue que Dick Cavett avait donnée dans les années 70 avec Bergman. Il était très impressionné et très, très nerveux. Et il a commencé en l'appelant Ingrid Bergman. Alors, moi, je pense pas faire une gaffe de cet ordre-là, mais bon, sur un mode mineur, ça pourrait peut-être ressembler un peu à ça. On va essayer d'éviter quand même le plus possible. Alors, avant de m'entretenir avec Bernabé, je vais prendre quelques brèves minutes pour dire un mot de la collection. Je voudrais d'abord remercier l'équipe des PUM pour l'accueil et en particulier Patrick Poirier, son directeur, pour son enthousiasme. Enthousiasme que j'ose qualifier de proverbial. Et sa rapidité à répondre à mes nombreuses questions, parce que c'est toujours un peu compliqué quand on lance une nouvelle collection dans une maison d'édition. On ne connaît pas nécessairement tout le fonctionnement, donc merci beaucoup. Cavale est une collection et sera une collection qui propose des titres qui défendent l'idée que la fiction est une forme de savoir, une forme de connaissance du monde qui convoque l'imaginaire, qui part de l'idée que l'imaginaire est un écart qui relève d'un effet de la conscience et qui est un phénomène cognitif. Alors, si vous voulez, l'idée de départ, c'est que la fiction ne sert pas à imager le réel, c'est-à-dire à l'embellir par des scènes romanesques, des événements qui, par ailleurs, peuvent être austères, mais bien à imaginer, c'est-à-dire à concevoir la réalité en colmatant ses brèches, en éclairant les coins obscurs, en surinterprétant, sinon en fantasmant jusqu'au fantastique, mais à partir de ce que le monde nous révèle. Alors, on pourrait dire que la collection a comme but de voir comment la fiction pense le rapport à la réalité dans une perspective qui est balisée à la fois, d'une part, par la sociocritique. Donc, la socialité des textes est analysable dans ses procédures de mise en forme et on part du principe qu'il n'y a pas de frontière qui vaille entre texte et hors texte. Donc, sociocritique et épistémocritique, c'est-à-dire que la fiction fait sens parce que, notamment, elle intègre et repense de différentes manières des champs disciplinaires, différentes sciences considérées comme généralement objectives. Alors, dans le livre de Bernabé qui est sous-titré « Essai de sociocritique », on peut dire que c'est le discours de l'histoire qui est attaqué de front, qui est déconstruit. Et sur ce plan-là, Céline fait flèche de tout bois. J'y reviens dans 2 minutes, même pas 1 minute 30. Mais auparavant, je vais faire un peu de pub pour la collection, parce que j'ai dit au début que c'est pas le dernier livre de la collection, c'est une promesse. En fait, outre celui-ci, il y en a déjà 5 en chantier. Donc 6 au total, 3 collectifs et 3 monographies. Donc je vais juste vous dire un mot très rapidement après celui-ci, des 3 qui sont les plus avancés et qui devraient sortir dans pas très longtemps, sans doute dans cet ordre. Donc un collectif d'abord, le roman des possibles, l'anticipation dans l'espace médiatique francophone de 1860 à 1940. Donc les dates correspondent grosso modo au début de la production de Jules Verne et 1940, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale qui, sur le plan de l'anticipation, de la science-fiction, va tout changer. C'est un collectif, je crois, qui pourrait faire date puisque c'est, à ma connaissance, le premier ouvrage d'envergure qui propose vraiment une somme sur les débuts de l'anticipation dans le monde francophone sous différents angles. Ensuite, un autre collectif, cette fois intitulé « L'âge des post-machines », qui est une réflexion sur l'imaginaire de la machine tel que nous l'envisageons
aujourd'hui, à l'ère du numérique et du cyborg, même s'il peut s'agir de textes relativement anciens, mais lus à l'aune de nos réflexions actuelles. Et puis, ensuite devrait venir le livre d'Hélène Després, qui a l'art des questions socratiques intéressantes et qui, après avoir publié « Pourquoi les savants fous veulent-ils détruire le monde ?», propose cette fois de répondre à la question « Le post-humain descend-il du singe? Littérature, évolution et cybernétique ». Qui là encore donc se trouve fort bien situé à la croisée de la sociocritique et de l'épistémocritique. Alors ça c'est l'avenir proche. Là on va s'arrêter sur le présent. Bonjour Bernabé. Bonjour. Bonsoir, oui. Oui, ça dépend du niveau de décalage horaire. Bon. Alors en fait on s'est entendu pour faire sous forme de questions-réponses une brève présentation du livre pour le rendre le plus compréhensible, lisible possible. Et c'est un livre, donc, L'Obliothèque mémorable de Louis-Ferdinand Céline, qui porte sur la trilogie, la trilogie de Céline, donc d'un château l'autre, Nord et Rigaudon. Et évidemment, Céline, c'est un cas un peu particulier dans la littérature française et peut-être mondiale. Et compte tenu des débats récents qu'il y a eu autour de la possible publication des pamphlets, du statut de l'œuvre de Céline, mais aussi du mélange des genres chez lui, puisque l'autobiographie télescope la fiction, et aussi, surtout, dans compte du fait que ton livre aborde frontalement le rapport à l'histoire, on ne fera pas l'impasse sur le statut de Céline dans la littérature française, alors attaquons-la frontalement. En cette année 2018, qu'est-ce qu'on peut dire de Céline sur ce plan qui dépasse les textes? C'est difficile d'échapper à ça. Merci de commencer par cette question-là. Elle est inévitable. Avant d'y répondre, je remercie vraiment tout le monde d'être venu si nombreux et je remercie tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont aidé à l'aboutissement de ce travail, aussi bien les amis présents, tous ceux qui sont dans la liste des remerciements inclus dans le livre, et auxquels j'ajoute bien sûr Jean-François Chassé en tant que directeur de cette belle collection. Et, je suis dans les remerciements. Tu y es de toute façon, et mon éditeur Patrick Poirier ici, dont le travail ainsi que celui de Bénédicte Prévost, de Jade Boivin et d'autres au PUM a été remarquable et a fait que cette première expérience d'édition pour moi se soit passée extrêmement bien. Alors, la question du statut de Céline, en 2018, elle est d'une actualité criante, puisque le livre arrive après une double actualité. La première, c'est celle du livre de Taguieff et du Rafour sur Céline et son rapport à l'histoire de l'antisémitisme français. Et la seconde, c'est ce qui est arrivé début 2018. Les éditions Gallimard annoncent la réédition des pamphlets de Céline, et devant le tollé que provoque cette annonce-là, ils y renoncent quelques semaines plus tard. Donc, si vous voulez, il y a une question incontournable qui est celle des pamphlets, de la question idéologique chez Céline. Alors, moi, je n'ai pas directement travaillé là-dessus, mais la question était incontournable pour moi aussi, puisque travaillant sur les textes romanesques des années 50, j'étais bien obligé de constater qu'il ne reniait rien de ce qu'il avait écrit dans les années 30, et que cette question idéologique-là, on ne peut pas ne pas se la poser. Moi, en tant que chercheur, évidemment, mon travail n'est pas de condamner ou de réhabiliter Céline, mais d'avoir un parti pris d'expliquer cette question-là dans sa complexité. Je crois qu'on peut le faire en partant
la distinction que fait Primo Levi au début de Ecce Homo au sujet de l'expérience concentrationnaire entre comprendre et expliquer, c'est-à-dire qu'on peut expliquer les raisons, les formes, les arguments qui sont avancés dans les pamphlets antisémites. On ne peut pas les comprendre au sens étymologique, c'est-à-dire les faire siens, les réduire leur portée intellectuellement et les rendre rassurants d'une certaine manière. Ce racisme-là et cet antisémitisme-là ne peut pas être rassurant. Alors, les questions que soulèvent ces textes, elles sont nombreuses. Moi, je me contenterai ici d'énumérer certaines des questions que cela pose. La première, c'est celle des raisons de l'antisémitisme chez Céline. Et il y a évidemment des éléments biographiques, il y a des échecs sentimentaux. Hein. C'est Elisabeth Craig, la dédicataire de Voyage au bout de la nuit, a quitté Céline pour un Américain qui, je vous le donne en mille, était juif. Il y a des raisons professionnelles, qui est celle de Céline convoiter des positions dans des hôpitaux de la région parisienne qu'il n'a pas eu et dont il accusait les juifs de l'en avoir privé. Il y a des échecs littéraires liés à cela aussi, échecs relatifs, puisque c'est de mort à crédit qu'il s'agit, et la réception, disons, timide de mort à crédit était mise au compte d'une conspiration juive par l'auteur. Évidemment, il y a des raisons idéologiques et historiques qui sont celles des années 30, des officines antisémites. Il ne faut pas faire de présentisme là-dessus. L'antisémitisme dans les années 30 en France est quand même quelque chose d'extrêmement répandu, et sans du tout en relativiser la portée. C'est une question qui touche des auteurs de droite, mais aussi de gauche. J'aimerais pouvoir dire que ce n'est pas le cas, mais ce ne serait pas vrai. Alors bien sûr, la question de la responsabilité, elle est indéniable. Quand on a écrit Bagatelle pour un massacre en 1937, les Baudrats... l'école des cadavres en 1938 et les Baudrats en 1940, on a encouragé la persécution des Juifs par ces écrits dans un moment où on savait déjà au moins que les lois raciales en Allemagne étaient déjà en cours. Cette responsabilité-là, elle est indéniable et inexcusable. Je crois que si on met ça en cause, en tout cas pour moi, il n'y a pas de discussion possible. Après, il y a aussi la question de l'après, des romans et du rapport des romans de l'après-guerre à ces textes-là, où Céline ne renie rien, il n'y a pas de mea culpa. Et pour autant, ce serait faire preuve d'un grave discernement que de rattacher l'entièreté de l'œuvre à l'histoire de l'antisémitisme. Vous pouvez lire Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, et dans Voyage au bout de la nuit, il y a la mention de la musique judéo-négro-saxonne, je crois, mais c'est pas du tout quelque chose de présent. Et dans Mort à crédit, il y a de l'antisémitisme, c'est celui du père, qui est décrit du père du petit Louis, puisque c'est un récit d'enfance, et c'est un personnage qui est décrit comme ridicule et comme mettant ses propres échecs sur le dos des francs-maçons, des juifs, de manière totalement caricaturale et ridicule. C'est-à-dire que, et Mort à crédit, c'est 1936. C'est-à-dire qu'un an avant d'écrire Bagatelle pour un massacre, Céline dénonçait les folies dans lesquelles il allait sombrer. Donc, c'est dès lors que, vous voyez que dès lors qu'on rentre dans les textes, les choses deviennent beaucoup plus complexes.
Alors, on pourrait continuer là-dessus, mais si vous voulez, ce scandale, pour synthétiser, le scandale Céline, ce qui fait qu'il déchaîne les passions aussi, c'est un scandale qui nous est commun, et c'est-à-dire et qui peut être défini comme ceci pour ceux d'entre nous qui considèrent que l'art et la culture sont ce qu'on a de plus précieux à opposer au fascisme ou à l'antisémitisme. Eh bien, c'est un scandale de trouver l'un et l'autre au sein d'une seule et même œuvre qui conjugue des sommets d'antisémitisme dans les pamphlets et des sommets de littérature et du roman du XXe siècle. Alors je m'arrête là pour cette question parce que je veux aussi qu'on en vienne à... C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas oublier le premier scandale qui lui est littéraire, et c'est celui du voyage. Et parler de... Ce serait bien qu'on parle évidemment de la part d'inventivité de ces textes. Oui, c'est ça, par son texte. En fait, sur l'antisémitisme qui était à droite, mais qui était aussi à gauche, dans les années 30, on pourrait d'ailleurs élargir ça en parlant de l'eugénisme, qui n'était pas simplement de droite, mais qui était aussi souvent de gauche et plein de bons sentiments. Alors, la question, évidemment, de Céline personnage se pose aussi dans la mesure où le livre est un livre qui a un ancrage très clairement sociocritique et porte sur l'histoire, en fait, sur le rapport de Céline à l'histoire aussi, mais dans les discours de son époque et dans le télescopage des discours de son époque. Alors, j'aimerais que tu développes un peu là-dessus. Pourquoi la sociocritique par intérêt, bien sûr, mais qu'est-ce qui faisait l'intérêt d'aborder la trilogie du point de vue de la sociocritique et cette question de l'histoire? La sociocritique, pourquoi pas, j'aurais te dire, par provocation. Non, mais, la sociocritique, absolument. Mais disons il y a différentes raisons. L'une est liée aux caractéristiques formelles de l'œuvre. Les romans, le dialogisme de l'œuvre de Céline est flagrant. Ces romans, même sa pièce de théâtre, L'Église, qui date de 29, toutes ces œuvres sont des véritables machines à reformuler les discours d'une époque et à en montrer la part d'imposture, c'est-à-dire à décrire les discours qui fondent la cohésion sociale et à les décrire comme fondés sur l'imposture pour dénoncer une forme de contrat social fondé sur le crime et l'injustice. C'est ça que tous les romans de Céline disent. Et de ce point de vue-là, le dialogisme, il est, c'est pas pour rien que le livre paraît dans une collection qui explore les savoirs et la littérature, parce que il y a une exploration des savoirs médicaux, géographiques, des questions de physique qui sont abordées en lien avec l'histoire et qui montrent la faillite aussi des savoirs au XXe siècle, c'est-à-dire leur incompétence à prévoir les dérapages de l'histoire, voire leur compromission profonde avec les idéologies du XXe siècle. Dans le cas de la médecine nazie, ce que la trilogie en dit, c'est exactement ça, notamment au sujet du docteur Gebhardt, qui était l'un des grands noms de la médecine nazie. Alors, il y a le dialogisme de l'œuvre, il y a une question des questions de théorie, bien sûr. Moi, disons que ce qui m'intéressait dans la sociocritique, c'était de pouvoir à la fois conjuguer questionnement sur la socialité des œuvres et ce qu'elles ont de présence au monde, ce qu'elles disent sur une époque, une société,
En l'occurrence, c'est celle de la Société française de l'après-guerre, puisque ce sont des chroniques de guerre écrites dans les années 50, enfin des chroniques fiction de guerre écrites dans les années 50. Il s'agit d'un château l'autre en 1957 qui raconte l'exil du gouvernement de Vichy à Sigmaringen. Nord qui raconte l'exil de Céline et des siens au nord-ouest de Berlin, et Rigaudon qui a été terminé en 1960 mais publié en 1967 et qui évoque la traversée, la fuite, la traversée ferroviaire de l'Allemagne pour tenter de rejoindre la frontière danoise à la toute fin de la guerre en 1944. Et 1944-45. Donc ces textes-là posaient la question de l'histoire et du rapport à l'histoire, et c'était ça que je visais. Puis la perspective sociocritique avait l'avantage d'évoquer ces questions de mémoire collective, tout en ayant l'exigence d'une extrême attention au format du texte. Je ne me voyais pas travailler autrement que sous la forme de la micro-lecture, parce que je voulais valoriser la richesse littéraire de ces romans, disons que la dernière partie de l'œuvre de Céline, c'est celle la moins lue et la moins reconnue, donc il fallait vraiment faire ce travail-là. Oui. Non, mais j'allais dire, il y a aussi le fait que Céline apparaît un peu comme la mauvaise conscience de la France à l'époque, c'est-à-dire dans le discours d'histoire, c'est la manière dont il dégonfle le discours triomphant de la résistance qui serait partout entre 1940 et 1945, ça aussi. Bien sûr, c'est ça que permet l'espace de la fiction et de la littérature. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est aussi douloureusement trompé est capable d'écrire des œuvres qui disent quelque chose d'extrêmement juste sur la mémoire collective de l'immédiate après-guerre en France, et de ce moment où la société veut à la fois oublier et se souvenir de ce qui s'est passé, et où ce que disent ces textes-là de manière très claire, c'est comment s'impose très vite un récit magnifié de la libération comme version officielle des événements, dans lequel très peu de gens ont collaboré, où la défaite de 40 n'a pas eu lieu, et où la déportation des Juifs n'est que le fait des Allemands. Et, Céline, avec sa part de compromission et d'amnésie, vise très juste pour toute une série d'oublis collectifs. Et, c'est ça que j'ai essayé de restituer dans ma lecture en proposant le concept d'oubliogramme qui renvoie à des effacements passifs et actifs de l'amnésie collective de cette période-là. Alors je vous laisserai découvrir le détail du concept dans le livre, mais le questionnement majeur, il était double, c'était de se demander comment une société fonctionne, marche à l'amnésie, comment est-ce que notre rapport au passé est aussi bien déterminé par les récits historiques que promeuvent les différentes institutions et les différentes communautés mémorielles, que par les oblitérations, les altérations, les réécritures, les mises au banc qui définissent notre rapport au passé. Et de ce point de vue-là, ça vaut pour ces moments très particuliers où un pays sort de la guerre, où pendant 15 ans, il y a quand même une omerta, c'est propre à la France, mais ça revient assez souvent pour des pays qui sortent de moments de guerre civile ou de guerre.
c'est quelque chose, ce sont des questions qui sont posées au sujet de la société contemporaine aussi, de manière différente, mais où la part d'amnésie collective est très criarde. Je veux dire, le dernier coup de ça, c'était il y a 2 semaines, lorsque Macron dit du maréchal Pétain que c'était un grand soldat. On peut pas faire violence, on peut pas faire davantage violence à la mémoire collective et réveiller tout un tas de questions qui sont restées irrésolues en France par rapport à cette période-là. Après, pour terminer sur cette question-là, je crois qu'il y a aussi une question beaucoup plus personnelle et aléatoire qui est liée à mon rapport, mon parcours à moi et mon passage à la fois au Christ, la rencontre de Pierre avec qui, dès le premier séminaire que j'ai suivi avec lui, disons qu'il y avait on se fendait la poire au sujet des mêmes choses dans les textes et il y avait une sensibilité commune au-delà du football qui a fait que je me suis lancé là-dedans, mais c'est aussi plus généralement le département de l'UDM où il y a un questionnement comme ça sur la socialité des textes et leur historicité qui est partagé de manière différente par différents chercheurs. Et je suis pas... Et là-dessus, Elisabeth Nardou-Lafarge et Francis Gingras ont également eu leur part dans ce travail parce que c'est avec eux, au moment du mémoire que j'ai également fait sur Céline, que j'ai commencé à me poser ces questions. Alors évidemment, Céline, c'est d'abord un écrivain. Puis ce qui est intéressant dans la trilogie, c'est que cette question du rapport à l'histoire, à cette question du rapport à l'histoire se superpose une histoire littéraire aussi. En fait, il y a un intertexte, il y a une interdiscursivité qui vient, je dirais, entrelacer continuellement la dimension diachronique et synchronique. Et puis, comment ça se joue, ça aussi, dans les textes? Alors, cette question-là, justement, c'est avec Elisabeth Nardou-Lafarge et Francis Gingras, en travaillant sur les mémoires, que j'ai compris, en fait, qu'il y avait... le mémoire portait sur les chroniques, la réécriture des chroniques médiévales dans le Nord. Et c'est à partir de ça que je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus large, qui n'avait pas été décrit dans les études céliniennes et qui concernait une écriture de l'histoire présente à partir, en mobilisant des genres désuets, des archaïsmes linguistiques, des intertextes issus du patrimoine littéraire, comme Molière, comme la chanson de Roland, et tout un tas de métaphorisation et de personnification d'un passé ancien, quoi. Les figures de grand-mère tutélaire, par exemple, celle de savants un peu belle époque, mais aussi de toute une noblesse crépusculaire qui reviennent. C'est des lieux très particuliers, par exemple le casino. L'histoire est décrite comme un casino où chacun joue son jeton en espérant survivre et avoir la chance de s'en sortir. Et ça renvoie à toute une tradition de la roue de la fortune qui est ancienne. Il y avait des choses très étonnantes là-dedans aussi. Les textes de Céline, par exemple, mobilisent la pastorale pour décrire à la façon d'Honoré d'Urfé. Il y a des scénettes qui reconstituent une sorte d'ailleurs idéalisé, depuis lequel sont évoqués les problèmes de la cité, avec le même principe de dégradation propre à la pastorale qu'on retrouve par exemple à la fin de Moracrédit dans l'épisode du phalanstère
fourriériste où les enfants et plusieurs enfants et le petit Louis se retrouvent et qui évidemment vire à la catastrophe, mais qui garde le souvenir de la pastorale et des utopies libertaires de la Belle Époque, comme une sorte de possibilité de l'histoire qui n'a pas été entendue. La roue de la fortune, ça me rappelle une histoire. Je me suis toujours demandé si elle était apocryphe ou non, mais si elle est vraie, elle est extraordinaire. C'est Francis Blanche, le comédien, qui, au moment de sa mort, sur son lit de mort, aurait dit « Pourquoi moi, Seigneur ?» C'est extraordinaire. Je trouve qu'avec Céline, c'est bien entendu. Alors, il y a donc cette dimension, il y a le style de Céline, il y a dans la trilogie énormément de bouffonnerie, de burlesque, et puis c'est la petite musique célinienne, bien sûr, mais j'aimerais que tu me dises comment tu la considères dans la trilogie, parce que quand on lit la trilogie, qu'on revient à Voyage au bout de la nuit, par exemple, on a l'impression que Voyage au bout de la nuit, qui pourtant tellement fait scandale au début, est presque un livre, je dirais pas banal, mais enfin assez tranquille, tranquille par rapport à l'explosion de la trilogie. Alors la petite musique de Céline, ça devient du Schoenberg ou je sais pas. Il y a différentes choses, c'est-à-dire l'œuvre de Céline est à ceci de particulier que, bien sûr, il y a la fiction d'oralité qui est toujours présentée comme son truc à lui, sa petite musique, faire intégrer l'oralité dans l'écrit, non seulement pour les personnages, mais pour la voix du narrateur. C'est vrai que c'est lui qui a inventé ça, mais de roman en roman, il y a une réinvention de ces textes-là. De sa propre esthétique qui est assez impressionnante, et dans la trilogie ça tient à différentes choses. Une des choses qui n'était pas là, c'est la mise en scène du personnage Céline, qui n'est pas le personnage autobiographique, qui n'est pas l'auteur lui-même, qui est un personnage, mais Céline et les siens sont les protagonistes des 3 derniers romans, avec toute une mise en scène de soi dans la guerre et dans les années d'après-guerre, avec des choses très étonnantes et une sorte de révélation de l'envers de l'institution littéraire dans ces années. Il y a un art du sobriquet il insulte à peu près toutes les figures de tous les écrivains de l'époque possible. Et puis il y a toujours l'art de se faire des amis quand même. Ah oui. Et de manière inventive en plus. Et puis il y a une mise en scène de Gallimard qui est hilarante, dans les romans et dans sa correspondance. Enfin, les derniers mots que Céline ait jamais écrits, c'était... il a mis le point final à Rigaudon, et il a écrit une lettre à Gallimard en disant j'ai mon dernier ours sur la table, je veux 15% de droits d'auteur. Sans ça, je loue un tracteur et je viens défoncer les éditions Gallimard. Et il est mort le lendemain. Ça lui apprendre. Il y a cette truculence, il y a toute la gamme du rire dans ces textes-là est vraiment extrêmement riche, et une sorte de tradition de gaieté comme ça qui est qui est constante, et le rapport à l'éditeur notamment est vraiment d'une insolence incroyable. La correspondance est épouvantable. Oui. Avec Gallimard, il l'insulte continuellement. C'est des chutes d'insultes, oui, effectivement. Il y a un humour noir très fort aussi dans ces textes-là. Le personnage est abonné au Figaro pour la chronique nécrologique. Et donc tous les matins, il se réjouit de voir qu'un tel qui s'était promis de tuer Céline est mort avant lui. La gamme du rire, elle est vraiment d'une variété, ça va du jeu de mots très subtil jusqu'au truc scato de personnages qui ont la diarrhée ou qui souffrent
il y a une urophilie chez certains personnages assez étranges. Il y a des nobles qui adorent se faire fouetter par des petites polonaises. Il y a toute la gamme de la perversité et des déviances sexuelles inimaginables. Elle est très présente. Et puis, et la beauté de ces textes, après, elle tient à différentes choses, mais je peux pas toutes les énumérer, mais disons que moi, ce qui m'avait marqué, c'était d'abord dans la fiction elle-même. On en parlait beaucoup avec Elisabeth au moment où je travaillais sur le mémoire. C'était sur le quotidien de la guerre. Ce sont des romans qui décrivent très bien comment la vie se réorganise au milieu du chaos et comment on continue d'exister malgré tout au milieu des bombes, au milieu du chaos généralisé. Ce chaos-là étant toujours une fête chez Céline. Pas toujours, mais le chaos est festif, c'est-à-dire la destruction du monde, ça finit par de ces profondeurs pétillantes que plus rien n'existe. La fin du monde, elle se fête au champagne. Il y a ces choses étonnantes-là. Il y a bien sûr les scènes de lynchage qu'on retrouve dans tous ces romans. Il y a une horde de prostituées qui s'en prend un vieux noble prussien parti faire la guerre à cheval en 44 et qui se fait attraper par des prostituées de Morsbourg et elle le passe à tabac et font un barbecue avec son cheval, littéralement. Il y a ces choses-là qui sont très, très intéressantes. Et sur le plan du style et de la langue aussi, il y a une inventivité. Cette oralité-là, elle amène aussi des choses étranges comme la sonorisation de l'écriture, toutes les onomatopées, les bruits de la guerre. L'histoire, ça s'écoute chez Céline. C'est quelque chose d'abord où les voix s'écoutent, où les fantômes font des bruits, où il faut savoir écouter l'orchestration de tous ces chuintements, tous ces bruits, tous ces bombardements qui composent l'histoire du XXe siècle. Et dans l'écriture aussi, ce qui est nouveau dans ces derniers textes, c'est la babélisation de la langue, l'intégration. C'est étonnant de voir chez quelqu'un qui est aussi attaché à une tradition de grande prose française, l'intégration du danois, du polonais, de l'allemand, de mots d'italien qu'on n'attendrait pas chez un auteur comme Céline. Ça, c'est quelque chose aussi auquel j'ai été sensible en venant ici, au sens où le rapport à la francophonie ici est différent. Et je pense pas que je me serais intéressé à ces questions-là si j'avais pas fait ma thèse à Montréal. Bien, mais comme vous voyez, c'est passablement riche. C'est rien, vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il y a en plus qui vous a pas abordé. Alors, si vous avez des questions, je vous suggère de venir les poser à Bernabé avec un verre. Et à mon tour, je vous remercie beaucoup d'être tous ici ce soir. Et puis, santé et bravo, Bernabé.